Voici l'œuvre qui m'a permis de me passionner pour l'univers des mangas et des animés, mais qui a également réussi à marquer toute une génération de ses lecteurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul est un manga de Sui Ishida, publié dans le Weekly Young Jump, un magazine de pré-publication regroupant des seinen prometteurs. Ce manga compte 14 tomes, publiés entre 2011 et 2014 au Japon. Il compte également une suite de 16 tomes, Tokyo Ghoul Re, publié entre 2014 et 2018. Ce manga a pris 7 ans à être sérialisé, avec quasiment aucune pause pour l'auteur. C'est avec ce rythme monstrueux que Sui Ishida, l'auteur de Tokyo Ghoul, a réussi à créer une véritable œuvre d'art, mais vous allez voir que derrière ce succès se cache en réalité une teinte beaucoup plus sombre que ce que l'on pourrait penser. Laissez-moi vous parler plus en détail de ce manga iconique. Dans un Tokyo moderne et dystopique, les humains cohabitent sans le savoir avec des créatures d'apparence cruelle appelées ghouls. Il s'agit d'êtres humanoïdes qui doivent se nourrir de chair humaine pour pouvoir survivre. Ces ghouls sont dotés de pouvoirs surnaturels avec des attributs particuliers dont une régénération rapide qui participe à les rendre redoutables. Ils se fondent parmi les humains, rendant cette menace omniprésente mais aussi invisible. Depuis l'apparition de ces êtres terrifiants, une institution a vu le jour pour lutter et terrasser ces monstres, le Centre de contrôle des ghouls, abrégé ici par CCG. L'histoire suit Ken Kaneki, un étudiant universitaire somme toute assez classique, mais avec la particularité d'être timide, mais surtout d'être un fan de littérature. La vie de ce jeune garçon basculera rapidement lorsqu'il rencontre Lise Kamishiro, une mystérieuse jeune femme qui partage un point commun avec notre héros, la littérature. Ken réussit à organiser un rendez-vous avec cette jeune femme pour parler de littérature. Le rendez-vous se passe bien et Ken décide par la suite de la raccompagner chez elle. Cependant, c'est en la raccompagnant que Lise révèle sa vraie nature de ghoul en agressant sauvagement Kaneki. Au même moment, des mystérieuses poutres tombent dans l'action, sauvant in extremis Kaneki de son agression, mais entraînant vraisemblablement la mort de Lise. Ken se trouve alors grièvement blessé et se retrouve entre la vie et la mort. Pour le sauver, un docteur nommé Kano décide de lui greffer des organes de Lise, le transformant alors accidentellement en hybride mi-humain, mi-ghoul. C'est à ce moment-là que ce manga prendra tout son sens. Nous serons face à une œuvre qui va traiter des changements identitaires d'un jeune étudiant se retrouvant malgré lui mi-humain et mi-monstre. Désormais tiraillé entre son humanité et ses instincts de ghoul, Ken devra naviguer dans un monde où il est rejeté par les deux communautés. Il devra apprendre à vivre avec sa nouvelle nature tout en cherchant désespérément à maintenir son humanité. Tout l'enjeu de ce manga est de montrer comment vivre et surtout trouver sa place dans une société scindée en deux de manière clivante. Au fil de l'histoire, Kaneki va découvrir les complexités et les cruautés des sociétés autant du côté des ghouls que du côté des humains. Il se retrouvera également impliqué dans des conflits de plus en plus violents et politiques, tout en essayant de protéger ceux qu'il aime. Son parcours sera marqué par des transformations tant physiques que psychologiques intenses, l'obligeant à se confronter face à lui-même, face à ses peurs, ses désirs et son identité. C'est de cette manière que Tokyo Ghoul explore des thèmes complexes tels que la lutte pour l'identité, la survie, la moralité et la frontière floue entre l'humanité et la monstruosité. Avec un scénario tenant sur 30 tomes, des personnages complexes et des scènes d'action dynamiques, cette série plonge ses lecteurs dans une réflexion profonde sur ce que signifie être humain dans un monde où l'horreur et l'inhumanité règnent. Bon, déjà, on peut voir que Tokyo Ghoul a un scénario intéressant, mais c'est loin d'être la seule force du manga. Au fur et à mesure du manga, nous allons voir une réelle évolution et une amélioration fulgurante du dessin de la part de Sui Ishida, qui le placera même parmi les meilleurs dessinateurs et surtout illustrateurs de sa génération. Au fur et à mesure de ces 30 tomes, nous allons voir un trait et une atmosphère particulièrement sombre qui va se créer, permettant de nous immerger de plus en plus dans le titre. Ce mangaka arrive vraiment bien à jouer entre les nuances de noir et blanc, permettant de créer une ambiance sombre, voire même gothique, qui colle vraiment bien avec l'atmosphère de notre œuvre. De plus, Ishida n'hésitera pas à jouer sur la mise en forme pour proposer des planches exceptionnelles. En fin de compte, je pense vraiment que c'est le dessin qui caractérise et qui est le plus important pour Ishida, mais ça, je vais vous en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Pour revenir sur les différentes forces de Tokyo Ghoul, il y a également d'autres éléments qui ont permis à Tokyo Ghoul de briller, notamment le fait qu'Ishida a brillamment réussi à créer un monde complexe avec un fonctionnement particulier, notamment avec celui du Kagune. Il s'agit d'un élément central dans la biologie des ghouls qui illustre parfaitement la manière dont l'auteur a construit un monde cohérent avec ses propres règles et systèmes. Le Kagune est un organe unique aux ghouls, fonctionnant comme une extension naturelle de leur corps. Il se déploie à partir d'une zone spécifique du dos et sa forme, sa taille ainsi que ses capacités varient d'une ghoul à l'autre, rendant chaque Kagune aussi unique que l'individu qui le possède.
Ce qui distingue cet organe, c'est sa relation avec les cellules RC, des cellules particulières que les ghouls produisent en grande quantité. Les cellules RC sont présentes dans le sang des ghouls et jouent un rôle crucial dans le déploiement du Kagune. Plus le taux de ces cellules est élevé, plus le Kagune est puissant et impressionnant. Ces cellules RC ont la capacité de durcir et de prendre différentes formes, permettant aux ghouls de développer diverses stratégies de combat adaptées à leurs besoins ou à leur style de lutte. Le fonctionnement du Kagune ne se limite pas à son aspect physique. Il est également intimement lié à l'état émotionnel et mental de la ghoul. Un état de stress ou de colère peut entraîner une augmentation du taux de cellules RC, rendant le Kagune plus agressif, voire même incontrôlable. De plus, le Kagune peut évoluer au fil du temps, devenant plus puissant et complexe à mesure que la ghoul développe ses capacités. Il y a également une sorte de système de pierre-feuille-ciseaux qui régit le fonctionnement des ghouls. En effet, il existe 4 catégories principales de ghouls qui créent à eux une famille de Kagune. Chaque type de Kagune contient des forces et des faiblesses propres et sont localisés à différents endroits du dos des ghouls. Ainsi, Ishida a réussi à créer un système biologique complexe et fascinant qui enrichit non seulement l'intrigue de Tokyo Ghoul, mais aussi la profondeur des personnages et la dynamique de leur monde. Ce soin apporté aux détails montre à quel point l'univers de Tokyo Ghoul est méticuleusement construit, rendant l'œuvre d'Ishida à la fois immersive mais aussi intrigante. Personnellement, je trouve ce système de pouvoir très bien structuré et pour tout vous dire, j'ai même trouvé qu'il me faisait sur certains points penser à celui de Hunter x Hunter avec le système de Nen, malgré que le système de Nen soit en soi beaucoup plus compliqué que le système de Kagune. Enfin bref, bien que Tokyo Ghoul aurait pu se contenter d'être une excellente œuvre avec un univers déjà riche, Ishida a choisi de pousser encore plus loin la complexité de son monde. En effet, il a étoffé son univers en introduisant non seulement des personnages fascinants, mais aussi des organisations aux motivations et aux structures diverses, enrichissant ainsi les enjeux de l'intrigue et ajoutant une couche de profondeur à la série. Au fur et à mesure des tomes, Ishida nous dévoile un réseau complexe d'organisations, chacune jouant un rôle crucial dans l'évolution de l'histoire. Ces groupes ne se limitent pas seulement à l'opposition entre ghouls et humains, mais créent de véritables micro-sociétés au sein de l'univers de Tokyo Ghoul, chacune avec ses propres codes, valeurs et objectifs. Pour mieux vous faire comprendre ce point, je vais vous présenter rapidement les organisations les plus importantes de notre œuvre. Tout d'abord, nous avons l'Antique. Il s'agit d'un café-refuge pour les ghouls pacifiques, dirigé par Yoshimura, une ghoul au passé mystérieux qui incarne l'espoir d'une coexistence harmonieuse entre ghouls et humains. C'est dans ce lieu et cette organisation que Kaneki sera recueilli et apprendra à vivre en tant que ghoul. Ensuite, nous avons Aogiri, fondé par Eto, qui prône la domination des ghouls sur les humains à travers des actions violentes incarnant la lutte radicale pour la suprématie. Du côté des humains, nous avons le CCG, le Centre de contrôle des ghouls. Il s'agit d'une organisation dédiée à l'éradication des ghouls, mais ces méthodes brutales soulèvent des questions éthiques sur la moralité de leur mission. Pour revenir du côté des ghouls, nous allons ensuite retrouver les clowns ou les pierrots. Il s'agit clairement de ghouls anarchistes, sémant le chaos entre les factions, poussant les autres organisations à leurs limites sans réelle allégeance, agissant uniquement pour le désordre. Un peu plus loin dans l'œuvre, nous allons découvrir les dernières organisations les plus importantes de notre manga, à savoir le Sunlight Garden, V, mais aussi la Chèvre Noire. Le Sunlight Garden est une institution du CCG qui forme ses enquêteurs d'élite dès l'enfance, tels que Harima, en utilisant des méthodes de conditionnement extrêmes. Ensuite, nous avons V, une organisation secrète opérant discrètement pour maintenir un équilibre entre ghouls et humains. Et enfin, nous aurons la Chèvre Noire dirigée par Kaneki. Le but est ici de réunir autant des ghouls que des humains de tout horizon, avec pour objectif de créer un monde où les deux espèces peuvent coexister en paix, cherchant à forcer le CCG à négocier avec eux. Ces organisations, bien plus que de simples factions en conflit, représentent des visions différentes du monde et des réponses variées aux questions de survie, de pouvoir et d'identité. Elles permettent à Tokyo Ghoul de rentrer dans une réflexion complexe sur les systèmes sociaux et les motivations qui poussent les individus à se regrouper et à se battre pour ce qu'ils croient être juste. Sui Ishida, en créant ces structures sociales au sein d'une société plus vaste, a su donner à son œuvre une richesse et une profondeur qui continuent de captiver les lecteurs même aujourd'hui. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu concernant les organisations dans Tokyo Ghoul, car pourtant je ne vous ai fait qu'une synthèse des organisations les plus importantes. Personnellement, j'ai beaucoup aimé que le manga soit étoffé et poussé à ce point-là, mais j'ai également eu du mal dans mes premières lectures à saisir l'ensemble des tenants et aboutissants de Tokyo Ghoul. Cela m'amène alors à vous parler des critiques sur la structure narrative globale de cette œuvre. La première partie de Tokyo Ghoul a séduit quasiment à l'unanimité ses lecteurs, mais en ce qui concerne la suite, Tokyo Ghoul Re, ce n'est pas la même histoire. Avant tout, il est important de rappeler que la
fin de la première partie nous laisse sur un cliffhanger et ne répond pas aux plus grands enjeux et secrets de Tokyo Ghoul. C'est ainsi que Tokyo Ghoul Re est indispensable pour connaître tous les tenants et aboutissants de notre œuvre. Cette suite était donc indispensable. Mais pour cette deuxième partie, Ishida a décidé de faire un choix très intéressant, mais également très osé, voire même controversé. Il a transformé son personnage principal, Ken Kaneki, en Nice Sasaki, un inspecteur du CCG. Ainsi, en lisant les 5 premiers tomes de Tokyo Ghoul Re, nous allons être immergés dans le quotidien du CCG. Étant donné que les lecteurs étaient habitués à lire Tokyo Ghoul sous le point de vue des ghouls, enchaîner son œuvre en prenant comme angle de vue celui du CCG est très osé et a pu décevoir une partie du lectorat, mais pourtant c'est un choix remarquablement bien choisi et somme toute indispensable lorsque nous arrivons à la fin de l'œuvre. En effet, un des messages clés de ce manga est de nous questionner sur la discrimination, les différences, les conflits et les groupes qui structurent nos schémas de pensée. Permettre à Kaneki et son lectorat de se retrouver dans le groupe du CCG permettra de développer une empathie et une compréhension vis-à-vis de l'autre groupe, chose qui sera primordiale pour pouvoir tenter de créer un avenir commun où autant ghouls que humains pourraient y cohabiter. Mais c'est à ce moment-là que des questionnements peuvent émerger. Tout d'abord, la question de la cohérence narrative est centrale. L'une des forces de la première partie de Tokyo Ghoul résidait dans son développement graduel et méticuleux des thèmes et des personnages, en particulier Kaneki. La transformation de Ken, d'un étudiant timide à une ghoul puissante et torturée, était l'axe autour duquel tournait toute l'intrigue. Avec Tokyo Ghoul Re, le récit prend un tournant radical, non seulement en introduisant de nouveaux personnages et enjeux, mais aussi en modifiant la dynamique même du personnage principal. Certains lecteurs se sont interrogés sur la cohérence de cette transition. Le fait de voir Ken Kaneki désormais en Ai Sasaki, en inspecteur du CCG, pourrait à première vue sembler incohérent avec le parcours initial du personnage. Toutefois, ce choix narratif peut être interprété comme une manière pour Ishida d'approfondir les thèmes de l'identité, du traumatisme et de la dualité qui étaient déjà très présents dans la première partie de notre œuvre. En refoulant la mémoire de Kaneki pour la transformer en Sasaki, Ishida nous montre un personnage en quête d'une nouvelle identité tout en explorant les conséquences de ses actions passées. Ce changement de perspective a non seulement bouleversé la structure narrative, mais il a également introduit une multitude d'organisations, de personnages et de thématiques. Cela peut alors nous amener à nous poser des questions du type: y a-t-il trop d'éléments dans Tokyo Ghoul Re pour que l'œuvre reste accessible et cohérente? Ou bien Ishida a-t-il trop développé son manga au risque de perdre une partie de son lectorat? D'un côté, l'introduction de nouvelles organisations et de personnages complexes enrichit indéniablement l'univers de Tokyo Ghoul, mais elle peut aussi créer un sentiment d'encombrement qui, personnellement, a été palpable. En effet, le lecteur se retrouve parfois noyé sous le poids de ces nombreuses intrigues, au point même de perdre de vue les enjeux principaux. À titre personnel, je me demande si toute cette expansion était véritablement essentielle, ou si Ishida n'a pas complexifié son récit au point de le rendre parfois difficile à suivre. Cette réflexion m'a alors conduit à m'interroger sur la nécessité de cet élargissement de l'univers pour assurer le succès de l'œuvre. Ishida aurait-il pu obtenir un impact équivalent avec une narration plus concise, recentrée sur un nombre limité de personnages et de thèmes, ou est justement cette profusion de détails qui a permis à Tokyo Ghoul de marquer durablement les esprits malgré les risques de confusion? Ces interrogations mettent en lumière une tension entre la richesse de l'univers et la clarté du récit. Si l'expansion de Tokyo Ghoul a permis à Ishida d'explorer des thématiques plus profondes et d'offrir une vision plus nuancée de son monde, cela s'est parfois fait au détriment de la lisibilité de son manga. La question finale est celle-ci: fallait-il vraiment en faire autant pour atteindre le succès, ou une approche plus simple aurait-elle été tout aussi efficace? Pour y répondre, il est essentiel de se pencher sur l'essence même de Tokyo Ghoul et sur le contexte dans lequel il a été créé. Tokyo Ghoul a été publié dans le Weekly Young Jump, un magazine dont le principal objectif est de générer des profits en tirant parti de la popularité croissante des mangas au Japon. Dans cette industrie, le succès d'une série se mesure essentiellement par ses ventes. Plus un manga est apprécié, plus il est susceptible de continuer et de s'étendre en de multiples volumes. Un manga qui rencontre un grand succès peut rapidement se transformer en véritable poule aux œufs d'or pour ses éditeurs. Cependant, ce modèle économique peut poser des pièges pour les auteurs. Lorsqu'un manga devient extrêmement populaire, il y a une pression croissante pour prolonger l'histoire et satisfaire les attentes des lecteurs, ce qui peut conduire à des dérives créatives. L'auteur peut alors se retrouver pris dans un cycle de production effréné, où il est tenté de créer sans toujours garder en vue ses objectifs initiaux ou la qualité artistique qu'il souhaite préserver. Tokyo Ghoul fait-il partie de ces mangas? À la fin du dernier tome de Tokyo Ghoul Re, il y a une postface particulièrement intéressante où Ishida se livre sur ses ressentis vis-à-vis de la création de son œuvre. Pendant la sérialisation, de 2011 à 2018, Ishida a vécu une vie rythmée au millimètre près pour respecter des délais stricts, n'osant jamais demander de pause à son éditeur, craignant de perdre son habilité à dessiner après un congé. Nous apprenons également qu'à partir du tome 7 de Tokyo Ghoul, il a pris la décision de consacrer toute son existence à ce projet, au point même de négliger les autres aspects
aspects de sa vie. Ce choix de dévotion totale a représenté un sacrifice immense où, pendant 7 ans, il s'est investi corps et âme dans l'écriture et le dessin de son manga. Ishida confie aussi qu'il cherchait probablement à ressentir ce que Kaneki, son personnage principal, vivait durant ses séances de torture. Cette immersion dans son travail a même eu des répercussions inquiétantes sur sa santé, allant même jusqu'à provoquer la perte du goût, considérant alors que les aliments avaient une saveur fade, le transformant alors presque en ghoul lui-même. Ce constat est alarmant, mais révèle aussi à quel point il est anormal de négliger sa santé pour mener à bien une œuvre. Le prix qu'Ishida a payé pour créer Tokyo Ghoul est colossal. Et cela se confirme lorsqu'il évoque son état émotionnel à la fin de Tokyo Ghoul. Il admettra s'être senti libéré après avoir achevé son œuvre, et pire encore, il confesse n'avoir jamais éprouvé de réelle joie à dessiner Tokyo Ghoul. Cette absence de satisfaction l'a même conduit à se questionner sur les raisons qui l'ont poussé à choisir de dessiner ce manga. Néanmoins, il reconnaît que l'expérience a été quand même enrichissante sur le plan professionnel, lui permettant de rencontrer des artistes exceptionnels, qu'ils soient musiciens ou mangaka, comme Yoshiro Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter. Ishida considère d'ailleurs cette rencontre comme l'un des plus beaux souvenirs de sa vie. D'un point de vue commercial, Tokyo Ghoul a été un véritable succès avec environ 47 millions d'exemplaires vendus pour l'ensemble de ses 30 tomes, ce qui est énorme dans l'industrie du manga. Toutefois, lorsque l'on demande à Ishida si Tokyo Ghoul est une réussite, sa réponse est plus nuancée. Dans une interview réalisée en 2021, Ishida admettra qu'il ne considère pas Tokyo Ghoul comme un succès. Pour lui, la réussite dépend de la qualité perçue de son travail, notamment de ses dessins, qu'il juge pour Tokyo Ghoul insuffisamment bons pour en être fier. Il confie également avoir du mal à cerner le profil de ses lecteurs et que penser trop à ce sujet peut l'influencer négativement sur ses dessins, les rendant étranges. Malgré cela, il demeure profondément reconnaissant envers son lectorat. Après la conclusion de Tokyo Ghoul, Ishida a ressenti le besoin de faire une pause, un moment crucial pour se ressourcer et réfléchir à la direction qu'il souhaitait donner à sa carrière. L'immense succès commercial de Tokyo Ghoul avait créé une attente immense chez ses fans, impatients de découvrir la prochaine œuvre d'un mangaka qui avait déjà prouvé son génie. Mais avec ce succès vient un défi redoutable. Comment surpasser ou même égaler une œuvre aussi marquante que Tokyo Ghoul? Comment créer quelque chose de nouveau tout en sachant que les comparaisons avec Tokyo Ghoul seraient inévitables et sans merci? C'est dans ce contexte qu'Ishida dévoilera en 2021 sa nouvelle œuvre, Shujinix. Il s'agit d'un manga très particulier, voire même expérimental, qui, dès sa sortie, a suscité une curiosité mêlée d'appréhension. Dès les premiers chapitres, il est évident qu'Ishida a conservé, voire même amélioré, son talent pour le dessin. Les illustrations sont impressionnantes, démontrant une maîtrise technique et un sens du détail qui rappellent les meilleures pages de Tokyo Ghoul. Cependant, si l'aspect visuel de Shujinix est indéniablement superbe et magnifique, le scénario, quant à lui, est plus déroutant. Déjà, son scénario fait beaucoup penser à celui de Tokyo Ghoul. Nous serons plongés dans un monde divisé entre deux espèces, les humains d'un côté et les Shujin ayant des pouvoirs de l'autre. Nous serons face à un protagoniste ayant beaucoup de doutes sur lui, qui sera épaulé par son meilleur ami pour tenter de comprendre les enjeux de ce monde. Nos personnages évoluent dans un univers où règnent des organisations complexes qui jouent chacun un rôle particulier dans ce monde, notamment la lutte interne des personnages entre leur humanité et leur pouvoir, la monstruosité et l'humanité, ou encore les questions d'identité des personnages à travers leur pouvoir. Shujinix se différencie nettement à travers sa structure narrative beaucoup plus expérimentale. Contrairement à Tokyo Ghoul, où l'histoire suivait une progression linéaire avec des arcs bien définis, Shujinix se distingue par une narration non conventionnelle, voire parfois même fragmentée. Les chapitres peuvent sembler désordonnés, avec des sauts temporels et des changements de ton qui peuvent dérouter le lecteur. Ishida semble jouer ici avec nos attentes, brisant volontairement le rythme pour explorer différentes facettes de son univers, tout en prenant le risque de perdre une partie de son public en cours de route. Cette approche particulière peut être alors perçue de deux manières. D'un côté, elle montre la volonté d'Ishida de repousser les limites de la narration traditionnelle dans le manga, refusant de s'enfermer dans un moule rigide. Cela peut souligner une certaine audace créative qui mérite d'être saluée, surtout dans une industrie où les formules à succès sont souvent répétées jusqu'à l'épuisement. D'un autre côté, ce choix stylistique peut laisser certains lecteurs perplexes, voire même frustrés, car il devient plus difficile de s'attacher au personnage ou de suivre une intrigue cohérente. Mais indéniablement, force est de constater que Shujinix est une œuvre qui graphiquement est magnifique et représente sûrement ce que Ishida sait le mieux faire.
Peut-être que Shujinx pourrait bien représenter le plus grand succès de Ishida. Après le parcours phénoménal mais aussi tumultueux de Tokyo Ghoul, Ishida semble avoir atteint une nouvelle étape de son développement créatif. Cette œuvre témoigne d'une liberté artistique rare. Ishida est désormais maître de son univers, sculptant ses personnages et son récit avec une précision et une intention qui n'ont jamais été aussi personnelles. Shujinx marque également un tournant dans la carrière d'Ishida en raison de sa qualité visuelle exceptionnelle. Les dessins sont plus raffinés et plus détaillés. Cette maîtrise graphique, couplée à une trame narrative qui ose sortir des sentiers battus, illustre un artiste en pleine possession de ses moyens, refusant de se plier aux pressions commerciales ou aux conventions du genre. Là où Tokyo Ghoul était une exploration intense de la souffrance et de la dualité, Shujinx se distingue par sa capacité à allier cette complexité avec une vision artistique claire et personnelle. Ishida ne se contente plus de raconter une histoire, il construit un monde où ses idées les plus profondes prennent vie, où chaque chapitre est une pièce de plus dans un puzzle qu'il façonne selon sa propre vision. Et c'est bien cette liberté créative, cette volonté de briser les codes et de suivre son propre chemin qui pourrait bien faire de Shujinx le succès que Ishida recherche. En conclusion, Ishida est un mangaka d'exception qui a réussi à connaître un succès monstrueux et à marquer sa génération, mais au prix d'un immense sacrifice sur sa santé mentale et physique. Tokyo Ghoul offre alors un miroir alarmant des dérives de l'industrie du manga, mettant en lumière les sacrifices personnels que les auteurs peuvent être contraints de faire pour aboutir à leur œuvre. Ce manga et surtout son auteur nous livre un parallèle troublant sur la folie de la société entre Kaneki et Ishida. Ken est le résultat d'un système qui l'a torturé pour l'amener à la folie, à l'instar de son auteur qui s'est retrouvé dans une industrie qui l'a poussé à devenir son propre personnage principal. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur abonnement et votre meilleur like si jamais cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de cette analyse. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.